Bonsoir, je suis Wisner Thomas, coordonnateur de l'administration publique à l'OMRH. Je suis également universitaire, professeur d'université et doyen de la faculté des sciences politiques et d'administration publique à l'OMRH, à l'université de Port-au-Prince. Naturellement, j'interviens cet après-midi en tant que coordonnateur de l'administration publique et non pas en tant que universitaire. Je crois que le collègue qui m'a précédé a planté le décor en tant qu'universitaire. On va essayer de ramener cette question, cette problématique de la corruption qui est sans conteste un enjeu de taille pour tout pays et pour les PVD, les pays en voie de développement comme le nôtre. On va essayer de le ramener sous un angle beaucoup plus pratique au sein de l'administration publique. Et naturellement, pour vous faire cette présentation, nous allons suivre un petit plan qui est projeté sur le tableau et qui s'articule autour de 3 points. Nous allons vous parler un petit peu, dans un premier temps, de l'OMRH, de sa mission, de ses attributions, qui nous permettrait, dans un deuxième temps, de vous présenter les voies et moyens que l'OMRH peut proposer pour une administration, une fonction publique sans corruption. Et nous terminerons notre présentation par la contribution de l'OMRH en tant que telle à la mise en place d'une fonction publique et d'une administration publique sans corruption. Je voudrais bien évidemment, avant de commencer en tant que tel, avec la mise en contexte, saluer au nom de l'OMRH, au nom du coordonnateur général de l'OMRH, Maître Jean Odiali, et en mon nom personnel, je voudrais saluer M. d'Orléans et son équipe pour cette noble initiative qui devra contribuer, bien évidemment, au développement socio-économique de notre pays. L'OMRH, c'est l'Office du Management et des Ressources Humaines, une structure relativement jeune et peu connue par, je dirais, le grand public. C'est une structure qui dépend du bureau du Premier ministre. Donc, ça fait partie, selon les décrets de 2005, adopté sous le gouvernement de transition, alors que M. d'Orléans était ministre de la Justice, à ce que je rappelle, c'est ça? Voilà. Donc, et ces deux décrets qui organisent l'administration et la fonction publique ont créé l'OMRH comme organisme de coordination transversale du gouvernement. Il y avait d'autres organismes qui ont été créés et l'article, je dirais, 113 du décret du 7 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État qui crée l'OMRH confie une mission à l'OMRH. Il y a aussi par la suite arrêté et pris en 2009, je pense que c'était Madame Pierre-Louis qui était Premier ministre, qui organise l'Office de Management et des Ressources Humaines. Et selon l'article 2 de cet arrêté, l'OMRH est chargé de piloter et de coordonner l'action gouvernementale en matière d'organisation, de fonctionnement, de performance, de développement et d'efficience de l'administration et de la fonction publique. Et à ce titre, l'OMRH doit veiller à la performance du système de la fonction publique
par la prise des mesures de régulation. L'OMRH, c'est l'instance qui régule la fonction publique et aussi il est chargé d'évaluer et d'assurer l'évaluation globale du système de la fonction publique. L'OMRH doit aussi formuler des politiques en matière de développement des ressources humaines. C'est, je dirais, la DRH de l'État. Et il est chargé d'assurer le fonctionnement du système, de réguler le fonctionnement du système de la fonction publique, d'assurer l'adaptation et l'harmonisation des structures et procédures administratives. À ce titre, l'OMRH dispose d'une coordination qui s'en occupe, la coordination de l'administration publique que j'ai le plaisir de diriger. L'OMRH aussi assure le secrétariat du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, CESAF, et le CESAF est présidé par le Premier ministre et comprend les ministères les plus, je dirais, importants en termes d'effectifs, en finances, éducation, conditions féminines, et planification, justice, et j'en passe. L'OMRH, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et ses attributions, se dote toujours des documents programmatiques. Et à ce titre, en 2007, il y a un premier document qui s'appelait « Programme cadre de réforme de l'État », adopté sous le gouvernement d'Alexis, naturellement avec une vision claire, c'était d'arriver à la construction d'un État moderne et qui renforce les institutions démocratiques. Naturellement, ce document n'a guère été mis en œuvre et ensuite il y a eu le tremblement de terre en 2010, etc. Après le tremblement de terre, le gouvernement haïtien a adopté le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, en vue de refonder la nation haïtienne avec une vision qui était de faire Haïti un pays émergent à l'horizon 2030, une vision très, je dirais, optimiste, même utopique. Et avec 4 refondations, il s'agissait de refonder le territoire, refondation territoriale, pardon, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle. Au niveau de la refondation sociale, économique et territoriale, je crois que la problématique de la corruption est transversale à ces 4 refondations. Ainsi, l'OMRH a adopté en 2012 le programme cadre de réforme de l'État avec une vision d'arriver à une administration publique moderne, efficace, et au service des citoyens et de l'intérêt général. Naturellement, dans le cadre de la mise en œuvre de ce document, il y a pas mal de, je dirais, de documents qui ont été conçus, élaborés, adoptés. On va les citer tout à l'heure, mais la mise en œuvre pose toujours problème. Et dans le sillage de ces 2 précédents documents, en 2018, et tenant compte, bien entendu, tirant des leçons de l'expérience passée, l'OMRH a adopté le programme de modernisation de l'État, PME 23, et dans, je dirais, selon un processus participatif, parce qu'il y a eu la participation de la société civile, des fonctionnaires de l'État, des élus locaux, et des représentants du secteur privé des affaires. Et donc, on a adopté ce document de manière participative afin d'arriver à un État moderne qui répond aux aspirations des usagers des services publics. L'idée était de mettre l'usager au cœur des préoccupations de l'administration et d'insuffler au sein de l'administration une nouvelle culture de gouvernance. Donc, il s'agit de changer de paradigme. Et pour y parvenir, ce document, en fait, est articulé autour de 3 piliers et 11 axes stratégiques
rénovation du système administratif, premier pilier, renforcement de la gouvernance, de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale pour assurer la territorialisation des politiques publiques, deuxième pilier, et la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique, troisième pilier. Naturellement, quels sont les voies et moyens que l'OMRH peut utiliser pour arriver en tant qu'organe de régulation de la fonction publique, en tant qu'organe de coordination stratégique auprès du Premier ministre, chargé de piloter la réforme administrative de l'État, quels sont les moyens et les voies qu'il peut utiliser pour arriver à une administration publique et une fonction publique sans corruption. Et c'est une question vraiment très ambitieuse à laquelle on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Mais je voudrais vous dire que cette problématique de la corruption, elle est très importante. C'est un enjeu de taille. Quand on sait, je crois que hier, quelqu'un en a parlé dans la presse, mais les pots de vin et les pratiques de corruption représentent 5% du PIB mondial. Je ne sais pas si vous avez compris ça. 5%, les pratiques de corruption et les pots de vin représentent 5% du PIB mondial. Donc, c'est un fléau mondial et à laquelle auquel il faut apporter des éléments de réponse. Et nous autres en Haïti, on doit, pour arriver au développement socio-économique équilibré, pour arriver à un développement durable du pays, il faut réduire drastiquement la corruption, en commençant bien évidemment au sein de l'administration publique, parce que c'est l'administration publique qui doit donner le ton. On ne saurait jamais imaginer un pays développé basé sur une administration publique moribonde. C'est l'administration qui crée les conditions propices à l'investissement, à la création de la richesse. Bien évidemment, ce n'est pas l'administration qui crée de la richesse, ce sont les entreprises qui créent de la richesse, mais l'administration doit créer les conditions propices à l'investissement, à l'attrait de l'investissement privé pour pouvoir créer de la richesse. Et donc, pour une administration performante, il faut une fonction publique performante avec des fonctionnaires compétents, des fonctionnaires motivés, capables, bien entendu, de contribuer à l'impulsion du développement socio-économique du pays. Donc, l'OMRH peut, dans le cadre de ses attributions, et c'est ce qui a d'ailleurs été fait, faire la promotion pour l'ODD 16, l'objectif du développement durable 16, qui concerne la paix, la justice et les institutions efficaces. Comme je l'ai dit tantôt, on ne saurait imaginer un pays développé basé sur une administration publique moribonde. Il faudrait que les institutions soient efficaces, soient fortes. Il faudrait qu'il y ait un système judiciaire qui fonctionne et qui est efficace. Il faudrait de la paix publique, de la tranquillité pour attirer l'investissement et pour qu'on puisse avoir un pays développé. Et cela passe bien évidemment par l'une des cibles de l'ODD 16, parce qu'il y en a plusieurs, qui est la cible 16.5, qui concerne la réduction nette des pratiques de pots de vin sous toutes ses formes, les pratiques de pots de vin sous toutes leurs formes. Je vous ai dit que ça représente plusieurs milliards de dollars, et quand on prend les pratiques de corruption, ça représente 5% du PIB mondial.
Et l'OMRH peut aussi élaborer des lignes directrices en matière de gestion efficace des matériels de l'État. Et on verra tout à l'heure que ça a été fait parce qu'il y a un manuel sur la gestion des ressources matérielles de l'État pour pouvoir prévenir, pour pouvoir assurer une gestion optimale des biens de l'État, prévenir les risques de détournement de fonds et donc des cas de corruption, les risques de détournement des biens publics, des cas de corruption. Et l'OMRH peut aussi inciter les institutions à s'engager sur la fourniture des services de qualité et de proximité à la population, notamment les institutions qui offrent des services directs à la population. Et en ce sens, une charte d'engagement a été signée en 2018, en avril 2018, avec 6 institutions pilotes, des institutions qui offrent des services directs à la population. Il s'agit de la DGI, de la douane, de la DINEPA, des ANH, de la DE, l'immigration, et des archives nationales et de l'ONU. Et ces institutions ont pris l'engagement de fournir des services de qualité, et des bons services dans des bonnes conditions d'accueil à la population. Et parmi les engagements spécifiques qu'ils ont pris, c'est lutter contre la corruption. Mon prédécesseur a parlé des pratiques de pots de vin au sein de l'administration publique un petit peu. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, force est de constater que ces pratiques-là persistent. Mais sachez que les institutions dont il a fait référence, auxquelles il a fait référence, dont il a fait mention, se sont engagés pour pouvoir lutter contre la corruption et notamment les pratiques de pots de vin. Et le PME, c'est le faire en fait de l'ensemble d'une réforme de grande envergure pour pouvoir arriver à une autre administration publique, pour transformer l'appareil administratif de l'État en un outil efficace, efficient au service des usagers de la population. Et donc, cela passe bien entendu par un changement de paradigme et des pratiques de gestion. Des pratiques de gestion et de gestion axée sur les résultats. Malheureusement, jusqu'à maintenant, l'administration publique haïtienne, reste à l'ère de la bureaucratie, une rationalité juridique plutôt qu'une rationalité managériale. Alors que depuis la fin des années 70 au début des années 80, les administrations publiques, notamment dans les pays anglo-saxons, ils ont passé de la bureaucratie au New Public Management, à la nouvelle gestion publique qui prône la gestion axée sur les résultats. La gare, avec comme cheville ouvrière la barre, la budgétisation axée sur les résultats, donc le budget programme. Et cette nouvelle façon de gérer la chose publique, de gérer l'État, de gérer l'administration publique implique la reddition des comptes, implique la transparence, implique la participation de la société civile, open government, le gouvernement ouvert. Et ces pratiques-là ne font que, je dirais, contribuent à lutter contre l'opacité de l'administration publique, contre la corruption. Et donc, dans le PME, l'un des principes sur lesquels repose la mise en œuvre du PME, c'est la gare, la gestion axée sur les résultats et l'adoption des nouvelles pratiques de gouvernance empreintes de rationalité et exemptées des cas de corruption. Donc,
ça permettrait de diminuer les risques liés à l'intégrité publique. On l'a bien dit, diminution des risques. Il y aura toujours des cas de corruption. Corruption zéro n'existe pas dans aucun pays du monde. Cependant, il faut contribuer, il faut continuer à se battre pour augmenter l'intégrité publique, diminuer les risques liés à l'intégrité publique et d'éthique et déontologie et augmenter la responsabilité sociale des agents publics. Et qu'ils sachent, que les agents publics sachent qu'ils sont là pour servir la population et non pas se servir soi-même. Être fonctionnaire, c'est être au service de la population et aussi être au service des hommes politiques qui ont été mandatés, légitimés par la population et non pas se servir soi-même. Donc, c'est servir la population, servir les hommes politiques et non pas se servir soi-même en pratiquant des cas de corruption, en sollicitant des pots de vin. Et il y a aussi la conception et la mise en place des mécanismes de promotion comme l'OEA l'avait suggéré, des mécanismes de promotion, de consultation et d'orientation éthique au sein de l'administration publique. L'OEA a suggéré qu'il y ait des comités éthiques qui soient mis en place au sein de l'administration publique pour pouvoir assurer que les fonctionnaires adoptent des bons comportements dans l'exercice de leurs fonctions. Pas uniquement les fonctionnaires sur le plan strict du terme, mais aussi les hommes politiques, les personnes, comment dit-on ça, politiquement exposées. C'est ça, Madame les maires, hein? Les personnes qui sont exposées à, bien sûr, à des fonds publics avec un risque de prévarication élevé. Et l'adoption des mesures pour remédier les conflits d'intérêts au sein de l'administration publique aussi, l'OMRH a adopté en 2000, en fait, le pouvoir exécutif a adopté en 2012 sur recommandation de l'OMRH un arrêté portant règlement portant règles de déontologie applicables aux agents de la fonction publique. Ça permettrait aussi de réduire des cas de corruption. Le contrôle d'accès à la fonction publique pour éviter des nominations faites selon, entre guillemets, qui ne respectent pas les normes prévues par le décret de 2005. Et donc, on doit s'assurer que les gens qui intègrent la fonction publique soient effectivement des gens intègres, qu'ils ne soient pas en incapacité ou en incompatibilité, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Donc, l'OMRH peut aussi agir en élaborant et en mettre en œuvre des dispositifs, des mesures réglementaires pour arriver à une administration publique empreinte de rationalité et exempte de corruption. Donc, cela demande bien évidemment de la promotion des pratiques de bonne gouvernance sous toutes ses formes et à tous les niveaux au sein de l'administration publique. Voilà ce que l'OMRH peut faire. Mais qu'est-ce que l'OMRH a déjà fait? Et ce qui nous permettrait d'aborder le troisième et dernier point de notre présentation, la contribution de l'OMRH à la mise en place d'une administration et d'une fonction publique sans corruption. Je voudrais de prime abord attirer votre attention sur le fait que l'OMRH ne peut agir que sur la prévention. L'OMRH ne peut pas agir sur la répression. On laisse ça aux instances judiciaires et aussi un petit peu dans une certaine mesure pour les cas de recours à la Cour des comptes pour les fonctionnaires. Et donc au niveau de la prévention, il y a des mesures qui peuvent être prises et de fait qui ont été prises. C'est des mesures
réglementaires, des textes réglementaires et des mesures, des mécanismes qui permettent d'avoir une administration publique sans corruption. Bien évidemment, il y a les arrêtés dont je vous ai parlé. On n'aura pas le temps de les citer tous. Les étudiants peuvent se rendre sur le site de l'OMRH. Ils vont trouver des textes et des circulaires, des textes réglementaires, des arrêtés, des circulaires pris en ce sens. Il y a aussi la pratique le changement de paradigme, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a aussi des actions qui peuvent être prises et qui ont été prises de fait pour pouvoir, je dirais, diminuer les actes de corruption. Parce que dans la loi de 2014, à ce que je me rappelle, il y a un certain nombre d'actes identifiés comme étant des actes de corruption et qui sont monnaie courante au sein de l'administration publique. C'est la question, par exemple, le détournement des biens publics. Parfois, les fonctionnaires le font sans rendre compte quand ils utilisent les biens de l'État à des fins personnelles, les véhicules, par exemple, de l'État à des fins personnelles. C'est des cas de détournement de biens publics. Et en ce sens, nous avons, comme on l'avait dit tantôt, élaboré et adopté un manuel sur la gestion des ressources matérielles de l'État. Ce manuel a été finalisé en collaboration avec la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et le ministère des Finances et l'OMRH. Il y a eu, bien sûr, un comité interinstitutionnel qui a été mis en place sur la rationalisation des ressources matérielles de l'État. Et ce document, ce manuel, dicte des procédures pour pouvoir arriver à une gestion rationnelle, empreinte de rationalité des matériels de l'État pour éviter des risques de détournement de biens publics. Et après l'adoption de ce manuel, on a organisé des symposiums pour sensibiliser les fonctionnaires sur cette problématique de gestion rationnelle des biens de l'État. Je voudrais rappeler que ces biens-là, les IMO représentent environ 20% du budget général de l'État. Donc, s'il y a une bonne gestion de ces immobilisations, cela permettrait à l'État de dégager des ressources pour pouvoir financer l'éducation, mieux payer la police pour assurer la sécurité, etc., les juges pour la justice, les médecins pour la santé, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir s'assurer de l'application de ce manuel, nous avons organisé des séances de formation et de coaching à l'intention des cadres comptables et financiers pour qu'ils puissent s'approprier et appliquer le manuel. Nous avons aussi nous allons organiser, c'est en cours de préparation, un forum sur la gare, la gestion axée sur les résultats pour qu'on puisse mettre cet outil de gestion et l'appliquer au sein de l'administration publique. En matière de gestion de carrière et de contrôle des ressources humaines, nous avons mis en place un avis de conformité. Donc, il y a un contrôle qui est fait sur les mouvements de personnel pour s'assurer que celui ou celle qui va intégrer l'administration publique soit intègre et que les conditions en termes de diplôme, de qualification soient respectées. Naturellement, il y a des dispositions qui ont été prises en ce sens, mais vous savez, il y a aussi l'aspect politique parfois qui peut, et je dirais, impacter négativement l'efficacité de ces mesures-là, la situation sociopolitique. Et nous avons, en fait, proposé en ce sens qui est un certificat de police, une sorte de vétine qui soit effectué, mené sur les potentiels, sur les candidats qui sont retenus pour les emplois publics. Naturellement, on devrait le faire aussi pour les emplois politiques, les postes politiques.
Mais on met l'emphase pour l'instant sur les emplois de gérance au niveau de la fonction publique. Mais il est vivement conseillé que cela soit appliqué aussi pour les postes politiques, qu'il y ait un VETIN qui soit réalisé sur des gens qui vont occuper des postes importants. Et il y a un manuel, en fait, un document. On propose aussi que ce document-là soit vulgarisé. C'est arrêté sur la déontologie, les règles déontologiques applicables à la fonction publique soient vulgarisées. On propose aussi qu'on applique des régimes de sanctions prévus par les décrets. C'est pas la sanction d'abord, mais s'il y a des cas, je dirais, des récalcitrants, il faut, in fine, appliquer des sanctions. Et faire un plaidoyer pour qu'on puisse mettre aussi en place une base de données sur les antécédents pénaux des individus qui ont commis des infractions. Avant qu'ils ne puissent intégrer la fonction publique, on devrait se référer en fait, à cette base de données pour s'assurer que cette personne-là n'a pas été condamnée à une peine afflictive ou infamante, etc. Donc, et s'assurer que les contrôles de conformité sur les avis des mouvements, nominations, promotions ont été respectés. Il y a aussi un autre fait, tout à l'heure, 3 à 5 minutes pour terminer, c'est le favoritisme. Constater au sein le népotisme, la question de piston, le favoritisme au sein de l'administration publique. Et il y a des manuels qui édictent les normes, la façon dont on doit gérer les ressources humaines, et pour qu'il y ait un traitement équitable, impartial, des ressources humaines. Il y a un guide qui est préparé, il y a ce contrôle de conformité fait par l'unité de contrôle de gestion des ressources humaines au sein de l'OMRH. Il y a la promotion et la mise en place des chartes d'éthique, notamment au niveau des corps de métier, des corps d'emploi qui sont beaucoup plus exposés à des cas de corruption. Et c'est le cas pour les agents douaniers, les agents fiscaux, il en a parlé tout à l'heure, la police nationale, donc il y a des enjeux énormes. Et ça permettrait, bien entendu, d'avoir une fonction publique beaucoup plus intègre. Il y a, bien évidemment, la formation. Il faudrait inculquer, imprégner à nos fonctionnaires des valeurs du service public, public service motivation, comme disent les anglo-saxons. Pour que, au niveau de l'ENAF, des différentes écoles de formation, pour qu'on ait effectivement des fonctionnaires qui sont imprégnés et qui soient animés par l'esprit de servir et non pas l'esprit de se servir soi-même. Donc, respect des engagements et des chartes signées par les institutions et respect des normes éthiques et déontologiques pour qu'on ait une fonction publique et une administration publique empreinte de rationalité et exempte de corruption. Je voudrais vous laisser, comme je l'avais fait lors de la dernière fois, sur cette citation de l'OCDE qui a fait une évaluation sur la gouvernance publique en Haïti. Et il a dit dans sa conclusion, l'OCDE a dit que les défis socio-économiques auxquels Haïti est confronté sont en partie le résultat des faiblesses structurelles du système de gouvernance haïtien. Et ils ajoutent que la crise multidimensionnelle à laquelle on fait face en Haïti est d'abord une crise de gouvernance publique et notamment, quand on parle de gouvernance, il y a bien entendu la question de réduction des comptes, de transparence, la participation de la société civile et la lutte contre la corruption. Je vous en remercie de votre aimable attention. Merci, merci. Vraiment, je demanderai davantage d'applaudissements pour nos deux institutions publiques. Je pense que c'est mieux avec ça. Alors, on a
On remercie la commission technique de certification pour sa présentation. J'ai l'impression que les étudiants étaient très contents intervention M. Richner Noël parce que là, il est entré directement l'ouvrir nous sous possibilité qui gagnait pour nous faire mémoire là, donc possibilité de formulation de sujet de mémoire, même s'il était anti-genre écarté par rapport à Canva, mais ça c'était très important pour nous. Mais m'a tout profité dit que alors on double objectif forum dans la mesure où d'une part c'est vous, ça les interventions enrichissent vos réflexions pour vos mémoires de licence, mais d'autre part, pas oublier, chaque intervention qui fait là, il gagne un document, tout à là, là pour un bon document, non même, document ça, il pral servi pour deuxième édition annuaire Haïti 10 sur 10. Là. Première édition, c'était avec les organisations, les associations que nous gagnons dans le pays, tant pour les associations socio-professionnelles, alors professionnelles, Barreau de Port-au-Prince, les associations de médecins, etc., les ingénieurs, CNI a acheté là avec nous. Donc, première édition, c'était avec eux. Donc, chaque présentation, j'en fais là. Et puis, nous-mêmes, nous enregistrer, nous retranscrire, nous envoyer le barreau, nous corriger, pour retourner le barreau, pour nous mettre dans le document ça. Sauf que là, ça, dans le document final qu'on va retourner le barreau, on va prêter dans Canva, qu'on nous à chaque fois. Vous voyez, petit schéma qu'on va nous, là, ça, n'a fait compilation, bien entendu, il y a une harmonisation. Et puis finalement, pour nous sortir une nouvelle édition de l'annuaire Haïti 10 sur 10, on va profiter, remettre à nous chaque un exemplaire de notre annuaire Haïti 10 sur 10. Donc, avec certitude, nous pourrons gagner dans une nouvelle édition OMRH, nous avons un CTC, et puis nous faisons d'abord avec nous nécessairement. Donc, sur ce, je vais céder le micro à Maître Dilia Lemaire pour la présentation du projet de monographie. Nous relèvons le projet de monographie parce que justement, on connaît, après fin faire présentation ça, alors nous fin faire présentation ça, à gagner des corrections qui pour porter, etc., etc. Et puis finalement, pour nous capables